Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Eric Kaiser. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très content. Vous êtes l'un des boulangers les plus connus à l'international, le fondateur de la maison Kaiser. C'est parti pour un échange sans détour. Vous êtes fils de boulanger, artisan de formation et aujourd'hui à la tête de plusieurs centaines de boutiques dans le monde. Quand vous regardez le chemin parcouru, quel sentiment avez-vous ? En vrai, c'est un long cheminement, mais c'est vrai que former les gens dans le monde entier, ça vous prend au cœur, ça vous prend aux tripes. Et vous avez envie de former les gens pour qu'ils puissent avoir un vrai beau métier. Et ça, c'est ce que je trouve de superbe. C'est vrai que vous avez ouvert des boutiques un peu partout dans le monde, mais ce qui compte avant tout pour vous, c'est vraiment cette idée de transmission. Vous avez formé des boulangers qui maintenant forment d'autres boulangers un peu partout dans le monde. Oui, j'adore d'ailleurs prendre par exemple un chef japonais, l'envoyer en Afrique, prendre un chef africain, l'envoyer aux États-Unis, parce que je trouve que d'un seul coup, on crée une communauté de boulangers qui vont diffuser le message du beau et du bon produit. En quelques chiffres, la maison Kaiser, vous êtes présent dans combien de pays? C'est combien d'employés? 380 magasins, une trentaine de pays, plus de 6000 employés, et c'est vrai qu'on ouvre sans cesse. Vous êtes très présent en Afrique, au Sénégal, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, en Libye ou encore au Maroc. Des travaux sont en cours au Cameroun. Est-ce qu'on fait le même pain à Dakar, à Abidjan qu'à Paris? Ou est-ce que l'Afrique vous a amené à réinventer certaines de vos recettes? Non, en vrai, on réfléchit tout le temps. J'étais il n'y a pas longtemps, par exemple, à Brazzaville. J'ai vu qu'ils avaient de la mangue. Je l'ai introduit dans des viennoiseries, dans du pain. On va prendre de l'ananas qu'on va rajouter dans des viennoiseries. On va prendre un poivre spécifique qu'on trouve dans le pays. On est toujours en train d'adapter les produits locaux à notre pain ou à notre viennoiserie ou notre pâtisserie. Qui sont vos clients en Afrique ? C'est tout le monde. Ça peut être des gens qui ont des moyens, mais comme des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont économiser pour acheter une baguette et le soir, ils vont la manger. Parce que vos produits, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, forcément. Non, mais la personne va faire l'effort, vous voyez, comme s'il allait dans une brasserie ou dans un restaurant étoilé, de se faire plaisir, de venir acheter une viennoiserie, une baguette, la partager. Et je trouve ça vraiment très beau, vous voyez, cette gestuelle de partager et de manger. Il se trouve où les meilleurs boulangers dans le monde? Vous m'expliquez que les Mexicains avaient des super mains pour faire du pain. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir des super mains pour faire du pain? En vrai, on a besoin de gens qui ont des aptitudes manuelles. Vous voyez, au Japon, ils sont très bons. Au Mexique, ils sont très bons. En Afrique, on trouve des très, très bons travailleurs. Il faut des gens qui aiment toucher la pâte, qui aiment la caresser, qui aiment la travailler. Et on retrouve ça chez les gens qui ont toujours fait des métiers manuels. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, un robot puisse faire un meilleur pain que vous? Non, je pense qu'un robot va pouvoir soulever les cuves, lever les tapis du four, vous voyez, nous aider parce qu'il y a des tâches qui sont lourdes et qui ne servent pas, comme par exemple porter un sac de farine et le mettre dans le pétrin. Mais à terme, il y aura toujours des boulangers. Il y aura des boulangers obligatoirement, comme il y aura des pâtissiers. Puis ça n'empêche pas que ça va nous aider, vous voyez, dans tous nos métiers, l'IA. Le secteur de la boulangerie est sous pression, hausse du prix des matières premières, coût de l'énergie, loyer. Je pense notamment à une maison historique, Poilane, qui est en grande difficulté. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir? Quels sont les écueils à éviter aujourd'hui quand on est boulanger? Non, je dis toujours que c'est un métier qui n'est pas facile. Les gens ils croient que c'est cher, mais en vrai, c'est pas cher, le prix du pain. Et je pense qu'il faut sans arrêt se coller à suivre l'évolution des matières premières. Alors, ça veut dire un peu plus que d'être boulanger. On suit les cours des matières premières. Hein, ça se joue à la bourse régulièrement. Le chocolat, le beurre, etc. Il faut suivre la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre aujourd'hui, en tout cas en France, coûte extrêmement cher parce qu'il y a beaucoup de charges. C'est pas le salarié qui va toucher, mais les charges font que ça nous coûte très cher. Et puis, il va falloir suivre toute l'énergie, les loyers, etc. Mais ça, c'est possible pour un grand groupe, pour un petit boulanger de quartier, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Moi, franchement, j'ai démarré comme ça en essayant de suivre tout ce qui se passait parce que sinon, vous voyez bien qu'on s'en sortait pas. Oui, dès le début. L'intelligence artificielle, elle vous aide à optimiser la production. Vous allez jusqu'où aujourd'hui et jusqu'où vous comptez aller à terme? Aujourd'hui, en tout cas, on lui demande, par exemple, de reprendre l'année d'avant, de voir le nombre de produits qu'on a vendus en fonction de la température, savoir si c'est une période scolaire ou pas. Et tout ça fait des calculs savants. Alors, ils ne sont pas toujours justes, mais en tout cas, pour nous aiguiller. Il faut quand même contrôler. On contrôle Vous avez tout. eu des mauvaises expériences avec l'intelligence artificielle? On en a régulièrement. La boulangerie, c'est un métier profondément local, c'est un métier artisanal. Pourtant, vous avez réussi à l'exporter à l'international. Qu'est-ce que vos produits ont de plus que les autres? Alors, on a la touche française qui nous permet, bien sûr, de nous développer à l'étranger, parce que les gens, ils aiment ce petit drapeau français
On dit ce qu'on veut là-dessus, mais c'est vrai que c'est Vous extraordinaire. seriez italien, ce ne serait pas la même chose, ça n'aurait pas Alors, le vous n'avez même pas pris de impact. bon pays parce que les Italiens sont pas mal aussi en boulangerie, mais quand même la France demeure un petit peu devant, je pense. Et les gens, quand on arrive avec notre savoir-faire, c'est le pain, la pâtisserie, la viennoiserie, la restauration, le service. Ben, ça leur plaît de venir s'installer dans ce petit bout de France et de pouvoir déguster nos produits. C'est possible de continuer à faire de la qualité quand on devient aussi grand? Alors, c'est pas moi qui fais, hein, c'est moi, mon métier, c'est de former. Je suis un chef d'orchestre et mes chefs derrière reforment les autres et continuent. Et vous voyez, par exemple, je suis allé à Rabat il y a pas longtemps. Notre chef est un chef du Sénégal qu'on a formé il y a 14 ans. Et il a une telle minutie, il fait tellement attention à ce qui sort de ses fourneaux qu'il fait mieux que ce que je pourrais faire moi, parce qu'en plus, lui, il fait ça quotidiennement tous les jours. Vous arrivez encore de rater un pain? Ça m'arrive encore régulièrement et ça me fait toujours de la peine. Vous avez dit que l'un des plus grands défis auxquels vous faites face n'est pas forcément le recrutement, mais c'est l'absentéisme en France. C'est particulier à la France ou c'est comme ça dans d'autres pays? C'est-à-dire que depuis le Covid, c'est vrai que les gens se sont habitués à s'absenter assez régulièrement. Alors pas tous, bien sûr, hein, c'est toujours une catégorie de personnel. Il y a les gens qui ont des vrais problèmes de santé ou des vrais problèmes de structure. Il y en a d'autres qui s'absentent pour rien parce que le médecin, il va accepter, par exemple, de donner des arrêts de maladie qui sont, à mon avis, parfois, on pourrait s'en passer en tout cas. C'est un phénomène qui est lié à la nouvelle génération ou pas du tout? Non, alors la nouvelle génération, toute nouvelle, hein, les 20 ans, 30 ans, là, je trouve qu'ils fonctionnent bien, mais il y a eu une génération avant qui était peut-être un peu plus compliquée. Alors vous avez de la chance, les nouveaux arrivent Les et nouveaux vous sont en sentez train la d'arriver. différence? J'ai l'impression en tout cas que ça recolle au métier. Et puis alors on trouve beaucoup de gens qui ont envie de travailler dans ces métiers et qui ont envie de s'expatrier. Et c'est vrai que quand ils viennent chez nous, nous on peut leur trouver facilement du travail quand ils sont bien formés pour partir dans le monde. Mais c'était plus simple de vous développer en France ou à l'international? Alors en France, le petit sujet qu'on peut avoir, c'est qu'on a tellement de règles que ça devient compliqué. Et puis alors souvent, on contrôle toujours les mêmes petits réseaux d'entreprises. Vous voyez, on ne va pas contrôler peut-être ceux qu'on devrait contrôler. Le visage de la boulangerie dans 10 ans, entre l'énergie, les matières premières, les salaires, est-ce que le modèle de la boulangerie artisanale est encore viable en Europe? Oui, il est viable, mais j'ai peur qu'on perde au passage beaucoup de petits artisans parce que peut-être qu'ils ne seront pas reformés ou peut-être qu'il n'y aura pas le potentiel dans leur ville. Je pense qu'il va falloir coller vraiment à l'évolution de tout ce qui se passe, hein, énergie, matières premières, comme vous le disiez, loyer, parce qu'on s'aperçoit que les bailleurs sont durs et que parfois il faudrait faire des efforts. On l'a vu pendant le Covid. Il faut lâcher un petit peu, on ne peut pas toujours gagner. Et si l'artisan a besoin, il faut l'aider parce qu'on aura tous besoin d'artisans demain. Je vous propose maintenant que l'on parle de vous. Je demande toujours à mes invités d'apporter un objet qui leur est cher. Vous nous avez apporté une tenue de sport. Vous le pratiquez au quotidien pour le plaisir ou en compétition? Non, en vrai, je fais les deux. Je fais un peu de marathon, un peu de semi-marathon et d'autres courses. Mais partout où je vais dans le monde, en vrai, c'est le moyen Quand même le marathon, c'est pas juste une petite course pour se détendre après le Oui, boulot. parce que j'aime ça, mais c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir vous voyez, relâcher la pression. Et puis partout dans le monde, vous voyez, j'ai mon short, mon pantalon, mon t-shirt. Et puis dès que j'ai voyagé beaucoup dans un avion, 12 heures, 15 heures, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de sortir. Et là, j'enfile mes baskets, mes habits et je vais courir. Vous mangez du pain avant de faire un marathon? Ah oui, si je vais faire un marathon, c'est sûr, parce que vous avez besoin de sucre lent et de les absorber tout doucement. Pourtant, on dit que parfois que manger trop de pain blanc, c'est pas bon pour la santé. Vous en pensez quoi? Alors, il y a pain blanc et pain blanc. Vous voyez, le pain blanc, c'est celui qui est très pétri, la mie est très, très blanche. Et nous, on fait ce qu'on appelle un pain crème, qui est bien meilleur pour le corps, beaucoup plus digeste. Et je crois que ça fonctionne bien. Vous aviez quel caractère quand vous étiez enfant? Vous étiez déjà un leader dans l'âme? J'étais un fonceur. Un fonceur, Oui, j'aimais faire des compétitions. J'aimais les gens aussi. Et là, quand vous faites de la compétition, vous voulez gagner ou c'est pour le plaisir? Vous êtes là à regarder les temps? Je me rends compte qu'à un certain âge, on ne peut pas toujours gagner, mais bon, je fais encore des bons scores, ça va. Vous avez eu une enfance plutôt facile ou exigeante? Racontez-nous, d'où venez-vous? J'ai eu une enfance très exigeante, parce qu'on était dans l'est de la France, dans des régions qui sont rudes, en Haute-Saône, et c'est vrai que on n'avait pas beaucoup de loisirs et de sorties, donc on faisait l'école, le travail, l'école. J'allais avec mes parents travailler quand je pouvais, dès que j'ai eu l'âge. Vous avez un maître d'apprentissage qui vous a particulièrement marqué, je pense, quand vous aviez 16 ans. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il m'a appris à être persévérant dans le travail, à être exigeant et puis à aimer les belles choses.
En vrai, il sortait son pain du four, mais il était marrant parce qu'il avait 50 ans. Il regardait son pain et il me disait toujours, regarde comme c'est beau. Alors au début, je le trouvais un peu bizarre parce que tous les jours la même chose. Puis après, j'ai compris. C'était compliqué de faire du travail au levain, de cuire dans un four à bois. Et d'un seul coup, quand vous sortez un produit extraordinaire et que vous allez en plus nourrir la population avec quelque chose de bon et de sain, bah, le gars était fier de son travail. Il m'a appris ça. Et vous étiez sûr de réussir dès le départ? Ah, j'ai souffert au démarrage parce que quand vous commencez à 16 ans, à aller travailler à minuit, à l'époque on commençait à minuit jusqu'à midi, et on faisait ça 6 ou 7 jours par semaine, faut en vouloir. C'est un métier difficile. C'est un métier. Maintenant, ça s'est amélioré. Et les histoires qui vous ont le plus touché? Au départ, quand on vous critique parce que vous vous développez, parce que vous ouvrez beaucoup de magasins, parce que vous n'êtes plus artisan, puis après on s'habitue à ça parce qu'en vrai, de toute façon, on ne peut pas être artisan plus que tout le monde, mais on va former des gens qui vont être artisans et on va renouveler le miracle. Il y a une critique qui vous a touché plus qu'une autre? Non, plus maintenant, franchement, non. Mais à l'époque? À l'époque, d'être boulanger, par exemple, dans un monde où, vous voyez, par exemple, je suis avec une jeune fille, je suis dans un bal de lycée, il est minuit ou 1h du matin, l'heure qui passe où je dois partir travailler, et la jeune fille me demande ce que je fais, je lui dis, je suis boulanger, je vais travailler, et c'est très surprenant, enfin très vexant, vous voyez. Elle me dit, bon, mais ça a changé maintenant. Oui. C'est ce que vous dites, le regard, c'est devenu... Il y a de plus en plus de boulangers stars, de grands chefs Bien sûr, de restaurants stars. Ça vous a aidé? Je crois que grâce à la télévision, ça nous a vraiment beaucoup aidé, puis ça a attiré beaucoup de talents, et ça, c'est juste super. Évidemment, vous avez eu énormément de succès si vous en êtes là aujourd'hui. Vous avez aussi eu des moments très compliqués, je pense notamment aux États-Unis, où vous avez dû faire face à un procès. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu. J'avais à l'époque une quarantaine d'années, 37 ans. Je me suis associé avec quelqu'un. On s'est aperçu dès les premiers jours qu'une fois qu'on avait monté le projet, donc au bout d'1 an et demi, on avait ouvert des magasins à Los Angeles et qu'on ne s'entendrait pas. Donc je lui ai proposé de racheter mes participations. Il m'a dit d'accord, mais je te rachète tes parts à toi. Et il m'a jamais payé. Donc je suis allé en procès et je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire que de faire un procès aux États-Unis. C'était des fortunes considérables, mais la problématique en plus de ça, c'est que si vous perdez le procès, vous êtes obligé, je ne savais pas au départ, de payer les frais d'avocat de l'autre partie qui avait dépensé encore plus que moi. Colossaux. Et donc j'aurais pu couler ma boîte, je vais avoir tout doucement une quarantaine d'années, l'entreprise aurait pu couler. Et psychologiquement, comment vous avez fait pour tenir durant ces années, la course? J'allais faire de la course à pied. C'est mon beaucoup. exutoire, je pars, je cours. Oui, non, mais c'est vrai. J'en ai marre. C'est là que vous avez eu les meilleures performances en course, en fait. Finalement, ça s'est bien terminé, mais vous avez pensé arrêter à un moment, vous dire, allez, c'est bon, moi je vends tout et je pars sur autre chose? Non, franchement, non, parce que j'aime tellement ce métier. Puis les gens vous le rendent bien partout où je passe dans le monde. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère. 1 minute de questions, tac au tac. Vous êtes partant? Partant. La ville qui vous fascine? Berlin. Le compliment le plus inattendu que vous avez reçu? Quand on m'a dit qu'on mangeait mon pain et que c'était comme de la brioche. Je dis, mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien dedans. Vous êtes plutôt papier-crayon ou tablette? Tablette maintenant. Pour écrire vos recettes? Pour écrire mes recettes, mais au début, j'ai eu du mal. 1 heure de réveil? 5 heures le matin et 6 heures le week-end. Encore maintenant? Mais toujours. La dernière fois que vous avez pleuré? Ça remonte à une quinzaine d'années, peut-être lors de mon procès. C'était des larmes de joie à la fin quand vous avez... Non, j'ai cru à un moment donné qu'on allait perdre et ça m'a vraiment blessé parce que, on ne méritait pas de perdre et puis deuxièmement, j'ai cru que tout allait s'effondrer. Mais sinon, vous êtes quelqu'un qui exprime ses émotions facilement? Non, pas beaucoup, puis j'essaie d'être toujours positif et joyeux. Croissant ou pain au chocolat? Croissant. Je mets de la confiture dedans, faut pas le dire. Platini, Zidane ou Mbappé? Mbappé. Pourquoi? Vous êtes dans la nouvelle génération? Parce qu'en ce moment, on est en train d'ouvrir des boulangeries en Afrique avec des gens, des joueurs de foot qui ont envie de mettre leur argent et pour pouvoir faire des boulangeries, pour pouvoir faire des belles choses pour leur pays. Merci à vous, Eric Kaiser, d'avoir été notre invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Comme à chaque fois, on va terminer cette émission avec une photo souvenir. C'est parti. Merci.